La satisfaction de David Cameron après des heures de négociations. Le Premier ministre britannique a obtenu pour son pays un nouveau statut spécial au sein de l'Union européenne. D'une part, nous serons dans l'Europe. Nous pourrons influencer les décisions qui nous affectent et faire partie du plus gros marché mondial tout en pouvant assurer la sécurité de notre peuple. D'autre part, nous ne participerons pas à l'Europe qui ne nous convient pas, l'ouverture des frontières, le sauvetage économique ou encore l'euro. Première concession obtenue, elle est d'ordre symbolique. Le Royaume-Uni n'a désormais plus l'obligation de former une union toujours plus étroite avec les autres pays membres, un point qui figure pourtant dans les textes fondateurs de la construction de l'Union européenne. En matière d'immigration, Londres pourra limiter pendant 7 ans certaines aides sociales pour les nouveaux migrants issus de l'Union. Enfin, David Cameron se félicite d'avoir obtenu des protections pour le centre financier de la City à Londres. Il n'a en revanche pas eu gain de cause quant au droit de veto qu'il réclamait sur les décisions de l'eurozone. Une ligne rouge pour les pays de la zone euro. Avec ce compromis, le Premier ministre britannique va désormais plaider pour le maintien de son pays dans l'Union européenne avant le référendum prévu dans quelques mois. Retour en plateau pour analyser avec nos invités quelles seraient les conséquences économiques d'un possible Brexit, la fameuse sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Alors, qui sortirait grandi d'une telle hypothèse? Querelle de chiffres, querelle d'experts sur des pertes possibles en termes de commerce, de place financière, de richesse et de bien-être des citoyens européens. Nous engageons tout de suite ce débat de fond et pédagogique avec 3 invités aujourd'hui. Richard Corbett, bonjour. Vous êtes député européen de l'opposition travailliste et vous allez faire la campagne du oui, on reste. Vous nous expliquerez pourquoi en termes économiques aussi. Vous êtes aujourd'hui face à Alan Smith, député européen écossais du SNP, donc le parti national écossais, qui est pour plus d'autonomie aux soins du Royaume-Uni, mais qui est très europhile. Et d'ailleurs, ça pose un certain nombre de questions et de problèmes aux Britanniques. On va en parler, bien sûr. Vous êtes aujourd'hui face à Christine Revaud-Dallon, Bonnefoy. Bonjour. Vous êtes, vous, députée européenne française, socialiste, comme François Hollande, qui a émis d'ailleurs quelques réserves sur le rôle des Britanniques, ou le rôle qu'ils espèrent jouer vis-à-vis de la zone euro. On en parlera aussi. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté d'ailleurs de ce fait que le Royaume-Uni n'est pas dans la zone euro, ça n'a échappé à personne, mais que par contre, il voulait un mécanisme, Monsieur Corbett, pour pouvoir finalement avoir un droit de regard sur cette zone euro. La Grande-Bretagne, la City, a déjà été pénalisée par des décisions de la zone euro? Oh, ça dépend du point de vue. Il y a certains qui diraient ça, mais je pense que ce que le Royaume-Uni visait ici, c'est s'assurer que les 9 pays qui ne sont pas ou pas encore dans l'euro puissent avoir des garanties que les prises de décision au sein de l'euro sur des questions plus larges du marché intérieur, ils ont un droit de dire « attention, ça nous affecte aussi, on va aussi en parler ». Si c'est une question seulement pour la zone euro, pas de problème. Mais si parfois ça déborde ce cadre, il a demandé un droit de dire « attention, ça nous regarde aussi cette question ». Ça, c'est une partie assez raisonnable de ce qu'il demande. Est-ce que c'est à votre voisine? Moi, je ne suis pas d'accord sur la partie raisonnable de l'accord. Comparé au reste. Pour nous, on considère que cette question-là, quand on est dans la zone euro, et on a vu les difficultés pour maintenir et faire en sorte, par exemple, que la Grèce reste dans la zone euro, parce que le pacte de stabilité avait beaucoup de mesures austéritaires compliquées, et on souhaite avancer vers plus de mesures de solidarité. Mais avancer sur ces questions-là, je doute si jamais le parti de M. Cameron l'emportait sur cette demande de droit de regard, je doute qu'on puisse avancer vers une réorientation de ce pacte de stabilité auquel nous voulons ajouter des éléments de solidarité. Donc sur ces questions-là, je suis extrêmement réservée, et je crois que ça a été émis notamment par le président de la République française. Autant il y a des points, et nous souhaitons évidemment que le Royaume-Uni reste au sein de l'Union européenne, et il faut travailler sur un certain nombre de propositions qui sont faites, mais celle-ci est pour nous une ligne rouge.
Alors, une ligne rouge, il y en a quand même quelques-unes. En tout cas, il y a cette idée, finalement, toute simple, qu'on est en train de vendre du côté des eurosceptiques aux Britanniques, que le Brexit permettrait de s'affranchir de la contribution annuelle du Royaume-Uni au budget de l'Union européenne, 13,8 milliards d'euros en moins par an, et que finalement, eh bien, c'est une bonne solution économique, c'est une bonne affaire. Qu'est-ce que vous répondez à Aline Smith ? C'est absolument pas le cas. Le bon, c'est un entry ticket d'être un part d'un grand cadre européen avec le marché intérieur, bien sûr, mais aussi les choses de solidarité avec notre ami et notre famille dans le continent européen. L'Union européenne, c'est beaucoup plus grand que le marché intérieur. Et ça, c'est le problème avec le débat Brexit. Il n'y a pas du tout de détails sur la question de non. Cette discussion commence seulement dans le cas d'un vote pour non. Il y a quand même des chiffres qui ont circulé. La Confédération, par exemple, de l'industrie britannique, qui est pour le maintien dans l'Union, considère qu'on perdrait 4 à 5 points de PIB. Il y a eu même des études très sérieuses de l'Institut Bertelsmann qui dit 14% de PIB en moins. C'est une querelle d'experts ou de toute façon, pour vous, il y a véritablement un risque économique? Il y a certes un risque économique. Beaucoup plus grand d'ailleurs que la question de la contribution britannique au budget de l'Union. Ça, c'est mineur comparé aux effets économiques de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Quitter l'Union serait une mauvaise chose pour le reste de l'Union, mais ce serait une catastrophe pour le Royaume-Uni. Et les chiffres du CBI, etc., démontrent cela, même s'il y a différents chiffres, mais ils vont plus ou moins tous dans la même direction. Alors, c'est vrai que le Royaume-Uni est le partenaire économique, commercial de l'Union européenne, plus de 50%. Donc, on voit bien l'intérêt. Est-ce qu'on peut craindre alors, qu'est-ce qui se passerait, faisons un peu de politique fiction, un recul massif du commerce extérieur au Royaume-Uni? Comment vous voyez les choses pour les Britanniques? Je crois que vous revenez justement du Royaume-Uni et d'Irlande. Oui, et justement, je voulais donner l'angle irlandais. Quand je suis allée à Dublin, on me rappelait que les échanges économiques sont très forts entre ces deux pays et le Royaume-Uni aurait beaucoup à perdre parce qu'elle est exportatrice très fortement en Irlande et ce serait très compliqué pour elle d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue citoyen. Et beaucoup d'Irlandais vivent au Royaume-Uni, votent au Royaume-Uni, qu'ils aient encore la nationalité irlandaise ou pas, et sont très attachés au maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne parce que leur adhésion à l'Union européenne pour les Irlandais ne fait aucun doute. Ils sont 87% à vouloir rester au sein de l'Union européenne et je pense qu'il est très compliqué pour eux d'envisager l'Irlande restant dans l'Union européenne sans le Royaume-Uni. Il manquerait un élément là-dessus et sur les aspects donc, économiques entre ces deux pays, c'est très important et je pense que ça peut jouer aussi dans la balance. Donc moi je cherche, je ne les trouve pas, les avantages que pourrait avoir le Royaume-Uni à sortir de l'Union européenne. Alors, vous ne les trouvez pas non plus en Écosse, puisque, en l'occurrence, c'est vrai que votre parti national, qui est pour plus d'autonomie, a toujours soutenu l'idée de rester dans l'Union européenne, à tel point que beaucoup de vos leaders ont rappelé que s'il y avait Brexit, eh bien vous sortiriez, ça serait comment dire, le Scottish exist, vous sortiriez du Royaume-Uni pour aller rejoindre les Européens. J'ai entendu l'hypothèse, et c'est une hypothèse. Brexit puis Scotsit, voilà. Nous sommes un parti européen, nous sommes une nation européenne. Nous voulons être indépendants dans le cadre européen, voilà. Nous avons eu notre propre référendum sur ça. Nous sommes une nation du Royaume-Uni. Nous voulons rester dans le cadre européen avec la Grande-Bretagne. Et ça, c'est notre position. Le Brexit, c'est une question bizarre. C'est basé sur la délusion d'exceptionnalisme britannique. C'est absolument un problème dans les partis. C'est encore la vision de la grandeur britannique, c'est ça, de l'Empire britannique qui prédomine, vous dites? Pas les Britanniques. C'est une question pour le parti conservateur de M. Cameron. Ce n'est pas une question pour les socialistes, ce n'est pas les travaillistes, ce n'est pas une question pour nous. C'est une question presque entièrement pour le UKIP, United Kingdom Independence Party. C'est le parti le plus eurosceptique qui est présent ici. Mais aussi le parti de M. Cameron, les conservateurs.
qui est déchiré. Absolument. Tout ce problème découle de la guerre civile au sein du Parti conservateur au gouvernement, entre les anti-européens et les pro-européens. Mais vous, votre leader, votre nouveau leader, M. Corbyn, Jeremy Corbyn, on l'accuse d'avoir été un ex-eurosceptique, donc il va défendre un peu mollement, finalement, le maintien dans le Royaume-Uni. Vous soyez convaincu depuis des années, certainement, mais qu'en est-il votre vrai leader maintenant? Il y a beaucoup d'ex-eurosceptiques dans le Parti travailliste. Au moment où nous avons adhéré à l'Union européenne avec un accord qui n'était pas très bien négocié par le gouvernement conservateur à l'époque. Mais maintenant, au congrès de notre parti, c'était unanime que nous faisons campagne pour rester dans l'Union européenne dans toutes les circonstances, quel que soit le paquet obtenu par Cameron. Alors, le géant britannique de la construction JCB, on disait que les milieux d'affaires étaient globalement plutôt favorables au maintien dans l'Union européenne. Lui, il dit très clairement, la régulation européenne est un fardeau. Il est plus facile de faire du commerce avec l'Amérique qu'avec l'Europe parfois. Est-ce qu'il y a un vrai excès normatif régulateur en Europe, comme le dénonce d'ailleurs régulièrement David Cameron? Alors non seulement il n'y a pas d'excès normatif, mais surtout il y a un problème, c'est l'absence d'application d'un certain nombre de dispositifs extrêmement importantes et qui pourraient faire en sorte qu'on ait une législation européenne harmonisée au niveau de l'Union. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Moi je le vois dans la question des transports. On a actuellement le débat sur le dumping social dans les transports. Et le parti de M. Cameron, qui est présent dans cette commission, ne veut pas en entendre parler, ne veut pas entendre parler de mesures de réglementation pour faire en sorte que les droits des travailleurs soient protégés et qu'on trouve des formes d'harmonisation, même si on sait bien qu'on n'y arrivera pas demain. En tout cas, il faut tendre vers cela. Et donc, on a cette difficulté-là sur la question des travailleurs détachés, sur la question des transporteurs routiers. C'est un exemple où la directive des travailleurs détachés, c'est un terme un peu technique, mais c'est la question de la mobilité qui est aussi mise en débat dans les propositions. Oui, on régule trop dans le domaine social, vous dites. Mais voilà, est-ce que globalement, pour les entreprises, puisque c'est la question du business friendly, est-ce que l'Europe est favorable aux entreprises ou trop régulatrice, M. Corbett, votre sentiment? Nous avons un marché intérieur européen qui est en effet réglé pour protéger les consommateurs, l'environnement, les travailleurs. Moi, je souhaiterais des protections plus fortes d'ailleurs. Mais c'est aussi un avantage pour les producteurs d'avoir, pour un marché de 28 pays, au lieu d'avoir 28 règlements différents, contradictoires, divergents, d'avoir une régulation pour un marché. Donc, eux aussi, ils gagnent par cette régulation commune que nous avons au niveau européen. Ce n'est pas une coïncidence que les plus farouches opposants à l'Union européenne chez nous, ce n'est pas seulement l'extrême droite nationaliste, c'est la droite néolibérale. Parce qu'ils n'aiment pas le fait que ce marché est réglé. Ils veulent que ça... Oui, alors, justement, quel est le point de vue un peu de la City? Parce qu'on dit que c'est la place financière de Londres qui véritablement gère tous les grands mouvements, y compris pour la zone euro d'ailleurs, il faut le dire. Alors, en cas de Brexit, est-ce qu'il n'y aurait pas fuite des capitaux vers d'autres places financières? Alors, HSBC a parlé de relocaliser, par exemple, une très grande banque, ses employés à Paris. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est possible, finalement, cette fuite des capitaux? Oui. Peut-être moi aussi, on verra. Welcome, venez à Paris. Merci beaucoup. C'est une hypothèse, et c'est absolument une hypothèse. Et la vraie discussion commence après le vote. Ça c'est un bizarre débat. Si c'est un non. Si c'est un non. Et si on connaît la question déjà, oui. parce que la question, on ne l'a pas encore. Mais en fait, les anti-européens sont divisés sur la question de l'alternative à l'appartenance. Il y a une section qui dit « mais on va rester dans le marché intérieur, on va négocier un accord, etc. » Comme si, en ayant quitté, en claquant la porte, tout le monde nous accueillerait les bras ouverts. Si c'était le cas, on serait comme la Norvège, on doit accepter tous les règlements sans avoir son mot à dire parce qu'on est dehors. Alors l'autre moitié disent « non, ça c'est bien, en effet, c'est pas très bien, on va aller
we'll go global, ils disent. On va faire des accords commerciaux avec le reste du monde entier, ce qui est illusoire également. On estime quand même que les Européens ont aussi beaucoup à perdre. Ah oui. En effet, on parle de 0,3% de PIB pour la France et l'Allemagne, mais vous le disiez, pour l'Irlande, ça serait encore plus dommageable, 3%, etc. Pourquoi est-ce qu'ils perdraient à la sortie de ce Royaume-Uni de l'Union européenne, très précisément ? Ils perdraient aussi sur la question du symbole et la question du principe. Si on considère uniquement l'Union européenne comme un marché économique où on vient faire ses courses, on est client, on a sa carte de fidélité et puis le lendemain on arrête, on n'est plus client chez cette grosse structure et puis on rentre chez soi, les autres pays vont faire aussi la même chose. Pourquoi pas ? Le texte, l'accord, quand il y en aura un entre les chefs d'État, il passera devant le Parlement européen et là, il aura pleinement un rôle à jouer. Pour vous, Aline Smith, il y a des amendements possibles où on sera trop content d'avoir un accord? J'espère pas. Mais ça c'est une question d'arithmétique dans le Parlement européen. À notre avis, le paquet Cameron, ce n'est pas une grande chose. Alors, j'espère que c'est acceptable pour la majorité du Parlement. J'espère que c'est acceptable pour tous les autres États membres. Mais Christine a raison. L'Union européenne, c'est 28 États membres, pas 1 et 27. Merci à vous d'avoir très bien animé ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes au Conseil européen avec mon grand invité pour commenter les résultats de ce Conseil très extraordinaire de tout point de vue. À tout de suite, juste après la pause.